Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce soir pour ce séminaire. Nous avons la chance d'être accompagnés de Valérie Gastaldi et nous parlerons des opérations. Comment bâtir une opération en Turbo 24? Donc là, vous allez avoir tout, hein, de la genèse jusqu'à l'exécution du trade. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont déjà connectés, est-ce que vous pouvez me confirmer à l'écrit dans la fenêtre questions? Eh bien, parfait. On me répond déjà, voilà, le son et le partage d'écran fonctionnent. C'est parfait. Je vois qu'il y a des habitués. Eh bien, écoutez, c'est bon de vous retrouver. Merci beaucoup. Alors, je laisse la parole à Valérie pour qu'elle puisse se présenter et puis je reprendrai la parole après. Oui, bonsoir, merci Maëva, bonsoir à tous, merci d'être là avec nous. Je travaille donc chez Day by Day, qui est un bureau qui fait du conseil en analyse et on est connu auprès des clients privés pour faire de l'analyse technique ou plus précisément de l'analyse graphique d'ailleurs parce qu'on utilise peu les indicateurs. Mais en fait, on fait plus largement ce que l'on appelle de l'analyse comportementale. Donc, on utilise des méthodes qui sont toutes bâties à partir du comportement des opérateurs et pas du tout à partir des données macro ou microéconomiques. Et cela, ça fait aussi, dans ces méthodologies, il y a aussi une réflexion sur soi et sur les biais que l'on embarque quand on fait du trading et dès qu'il s'agit d'argent, d'engagement, etc., qui sont des biais qui sont présents dans le trading, mais aussi dans la vie, et qui feront l'objet d'autres présentations et a priori notamment le prochain séminaire. Je fais un peu de pub déjà pour le mois de juillet où je C'est vois ça, plutôt Maëva. un peu de Euh, teasing. voilà, donc aujourd'hui j'agis en tant qu'analyste. Nous proposons des recommandations à différents types de clients, sachant que j'ai commencé l'analyse technique en 1985, je crois bien, ou 80, oui, il me semble, en 85, euh, parce que j'étais trader. Voilà. Bah écoute, Maëva, je te retransmets la parole. Excusez-moi, voilà, j'ai mon chien qui s'énerve. Je vais couper mon micro pendant que Maëva parle. Alors, merci donc Valérie pour cette présentation. Je suis Maëva Chazal. Alors, vous m'avez peut-être déjà vu dans des vidéos YouTube ou même peut-être qu'on s'est déjà eu au téléphone, directrice commerciale chez IG et je suis chez eux depuis déjà 11 ans. Donc, j'ai accompagné pas mal de clients, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, pour ce soir, un petit rappel sur l'avertissement. Je vous laisse le lire simplement pour vous dire que Valérie va être amenée à vous présenter un certain nombre de sous-jacents pour illustrer ses propos. Il ne s'agit absolument pas de conseils ou de recommandations, hein, c'est simplement son opinion sur le marché. IG en quelques chiffres, et nous sommes nombreux ce soir, hein, pas mal d'entre vous qui sont nouveaux clients. Donc, on a plus de 381 000 clients à travers le monde. On est leader mondial de l'investissement en ligne. On aura la chance cette année de fêter nos 50 ans au niveau du groupe. Et puis, on est à Paris déjà depuis 16 ans. Bien sûr, nous sommes cotés à la Bourse de Londres. Alors, Valérie vous parlait tout à l'heure de ces idées de trading. C'est vraiment une chance inouïe qui est offerte à nos clients d'avoir accès à ce service gratuitement. Donc, je vous ai affiché le QR code que vous pouvez scanner avec votre téléphone et ça va vous permettre de vous abonner. Alors, on vous a fait une petite vidéo rapide pour que vous puissiez comprendre comment vous abonner. Vous voyez, vous avez déjà la performance de chacune des sociétés qui fournit des signaux de trading. Vous saisissez vos informations et vous avez juste ensuite à valider. Et vous allez donc recevoir automatiquement les emails dès qu'il y a une idée de trading. L'idée chez nous, à IG, c'est de vous accompagner. D'accord? Nous, comment est-ce qu'on se rémunère? On se rémunère sur le spread. Donc, sur les clients qui passent des ordres. Les clients qui passent le plus d'ordres, eh bien, ce sont les clients qui durent et ceux qui gagnent. Donc, c'est pour ça qu'on fournit tout ce contenu d'éducation pour vraiment pouvoir vous épauler, vous guider et vous donner les connaissances adéquates pour être performant dans votre trading. Toutes ces idées de trading, ça va être des opportunités pour vous à saisir. Vous allez avoir des scénarios clés en main quand parfois on manque un petit peu d'inspiration ou même quand on a besoin peut-être de confirmer son,
son intuition, les premiers signaux que la stratégie nous a donnés. Voilà, au départ, quand on débute, on manque un petit peu d'assurance, donc ça peut être un outil très utile. Euh, on est avec des partenaires de confiance, hein, notamment Day by Day, pour lesquels travaille Valérie. Vous aurez principalement des signaux qui sont basés sur l'analyse graphique avec un accès privilégié, gratuit, hein, du fait que vous soyez client IG. Et vous allez avoir bien sûr des outils extrêmement réactifs, de même que le service client. Alors, je repasse la parole à Valérie et on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, Je te passe la main pour la présentation, hein. oui, j'attends d'avoir le petit... Voilà, ça devrait s'afficher là. Oui, ça y est. Alors, fenêtre. Donc, c'est celle-là, normalement. Ah oui, alors, j'ai pas... attends. Tu peux me la repasser parce que j'ai partagé une fenêtre, donc juste un programme, et en fait, on va avoir besoin de deux programmes différents. Donc, j'ai pas bien cliqué. Il faut que tu me... Voilà, alors, donc, écran complet. Voilà. C'est tout cet Parfait. écran-là que je dois partager. Euh, Alors j'en profite Valérie parce que j'ai oublié de le dire. Ce soir vous êtes oui, une quarantaine, c'est super, on a une belle audience. Vraiment posez vos questions à oui. l'écrit, n'hésitez pas à réagir. Il y a une fenêtre questions qui est dédiée pour ça et on regarde régulièrement et moi je transmettrai vos questions à Valérie. Donc vraiment, c'est une chance d'avoir ces sessions en direct, donc profitez-en. Alors, je suis pas sûre de ce que vous voyez là. Je suis pas en grand écran pour vous encore. Non, on n'est pas en mode plein écran. On voit Ouais, la ok. fenêtre Pro Real Time. Ouais, ouais. Bon, alors il faut que je change. Pardon. Hop. Il faut que je change mes trucs de place. Zut. Zut, zut, zut. Bah oui, mais pourtant, vous voyez la fenêtre Pro Real Time et bon, alors, qu'est-ce qui se passe? On va essayer comme ça. Voilà. Mais non! Ah, là on voit bien Pro Real Time. Bah oui, mais j'arrive pas à mettre mon PowerPoint de l'autre côté. Ça m'énerve. Alors, tu peux faire, normalement, quand tu es sur Pro Real Time, tu as un moment où tu as une flèche qui dit Switch pour pouvoir changer les écrans de place. Non, non, c'est dans GoTo qu'il faut que je change l'écran. Ah, ok. Alors, attends. Je reprends la main et comme ça, je te la Attends, redonne. Tu pourras rechoisir. partager autre chose, écran complet, et donc il faut que, voilà, alors, on va voir où va, excusez-moi, hein. Je sais pas pourquoi cette fois-ci, ça marche pas comme d'habitude. Hum. Hum. Quand je me mets en Je plein te redonne la écran, main, comme ça, tu pourras rechoisir. Voilà. Là, tu vas pouvoir rechoisir. donc je vais mettre que je veux partager écran complet, partager celui-là, partager, écran complet, partager, partager. Ok, donc ça je le mets là. Et puis mon PowerPoint, je le mets en plein écran. Voilà. Est-ce que c'est bon là? Là, non. On a juste un fond d'écran Ah, vide. Ah, ça y est! Ça y est! ah On bon, l'a. ok. Ouais. Ok, c'est juste le décalage pour que Voilà. ça vienne C'est s'afficher. ça. Il faut Et juste je ferai revenir passer Pro quelques Real slides en Time. Oui, arrière. oui, il faut, je reviendrai, je ferai passer Pro Real Time de l'autre côté pour tout à l'heure. Bon, Impeccable. excusez-moi pour ce démarrage un petit peu fastidieux. Bon, on va voir. Donc,
moi, j'ai relativement peu de données théoriques à vous fournir ce soir, puisque on est vraiment dans la pratique sur comment on bâtit une stratégie. On va s'appuyer quand même sur pas mal de notions que j'ai déjà pu exposer dans des webinaires précédents. Donc, Maëva, à la fin, renvoie toujours les liens et des webinaires nécessaires pour que vous puissiez rattraper si vous n'y avez pas assisté. Mais en gros, construire sa stratégie, que ce soit sur des Turbo 24 ou sur quoi que ce soit d'autre, ça se fait toujours en 3 étapes, la deuxième étant plus ou moins courte. 1, choisir une valeur. 2, donc j'appelle ça choisir une valeur, mais enfin, ça veut dire faire une analyse qui mène à soit une valeur, soit plusieurs valeurs, si on est en train de bâtir un portefeuille. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va acheter ou vendre? Et qu'est-ce qu'on va acheter ou vendre? 2, par quel outil financier est-ce qu'on va mettre en place sa stratégie? Là, on va s'intéresser au Turbo 24 et on va voir comment on choisit un Turbo 24 dans la gamme des Turbo 24. Mais en fait, si vous raisonniez dans un univers plus large, vous pourriez vous poser la question de est-ce que je vais acheter une action, est-ce que je vais acheter un Turbo 24, est-ce que je vais acheter un CFD, est-ce que je vais acheter des obligations convertibles. Il n'y en a pas chez IG, mais enfin, si on est dans un cadre plus large, on pourrait aussi se poser cette question-là. Bref, quel est le produit financier qui va être le support de mon investissement? Et 3, eh bien, quelles sont les quantités dans lesquelles je vais investir, à quel prix est-ce que je vais investir, à quel prix est-ce que je vais me stopper. Donc, tous les aspects vraiment chiffrés après de la mise en place de la stratégie. Alors, pour le choix de la valeur, il y a un certain nombre d'étapes que moi je suis et que je vous conseille de suivre, qui commence d'abord par faire une analyse du marché en général et donc s'appuyer sur un ou des indices. Il vaut mieux analyser plusieurs indices qu'un seul. Pour arriver à une conclusion assez simple, c'est est-ce que les indices, est-ce que le marché, parce qu'en fait les marchés européens et américains sont extrêmement corrélés, est-ce que les marchés sont en tendance haussière ou est-ce qu'ils sont en tendance baissière? Si les marchés sont en tendance haussière, vous devez chercher des achats. S'ils sont à tendance baissière, vous devez chercher des ventes. Et s'ils sont dans cette troisième tendance qui s'appelle la tendance neutre, alors soit vous faites rien, vous partez en vacances, mais c'est difficile parce que dans les tendances neutres, le problème c'est que on ne sait jamais quand on va sortir de la tendance neutre pour repasser en tendance haussière ou en tendance baissière. Donc l'idéal, ça serait de pouvoir intervenir juste avant que la tendance passe de neutre à haussier ou de neutre à baissier. Comme c'est très difficile d'identifier ce moment-là, en fait, il faut quand même faire des choses. Accepter qu'on va faire plus de pertes qu'à d'autres moments et il faut plutôt essayer d'équilibrer des achats et des ventes en cherchant les valeurs qui vont plutôt monter et les valeurs qui vont plutôt baisser parce qu'en fait quand la tendance est neutre, eh bien c'est souvent ce qui se passe, on a des valeurs qui pendant un moment montent pendant que d'autres baissent et donc l'indice ne bouge pas et puis après ça change. Donc c'est beaucoup plus difficile de traiter quand la tendance est neutre. Mais il vaut mieux quand même essayer de faire quelque chose que ne rien faire. Donc la première étape, ça va être ça, dans le but de savoir si vous devez acheter, vendre ou faire les deux ou rien du tout. La deuxième étape, ça va être de sélectionner les compartiments de marché vers lesquels vous allez vouloir vous orienter. Alors j'ai mis là secteur. En fait, il y a plusieurs approches. Chez IG, je crois que vous n'avez pas à votre disposition les secteurs stocks ou enfin ce qu'on appelle les secteurs industriels. Mais il y a d'autres façons de faire sans les secteurs. En fait, c'est une fois que vous avez votre analyse sur les indices, vous allez la faire sur les indices les plus larges possibles. Donc le S&P 500, le stock 600, l'Eurostock 50, des choses qui soient bien le plus diversifiées possible.
Mais après, vous allez vous poser la question, est-ce que j'achète des automobiles? Est-ce que j'achète des utilities? Est-ce que j'achète des banques, etc. Donc, quand vous vous posez ces questions-là, vous pouvez aussi regarder les indices européens, parce qu'ils ont pour beaucoup d'entre eux des biais relativement marqués. Par exemple, le BIB italien a une très forte pondération en banque. Donc, quand il surperforme, c'est généralement que les banques surperforment. L'indice espagnol, il a il a de la banque, mais il a quand même aussi ce qu'on appelle des utilities, un petit peu plus que les autres indices européens. Donc c'est un indicateur de utilities. L'indice, donc vous pouvez comme ça chercher sur différents indices, et puis ça va aussi vous dire dans quel pays vous avez intérêt à investir, parce que il y a les valeurs françaises, il y a les valeurs américaines, mais on peut aussi aller chercher des valeurs ailleurs en Europe. Alors, quand on va avoir ce raisonnement sur les secteurs ou sur les pays, ce que l'on va chercher à faire, c'est ce que l'on appelle des forces relatives. C'est-à-dire qu'on ne va pas particulièrement s'intéresser à l'IBEX, l'indice espagnol, je ne sais plus comment vous l'appelez chez IG, enfin Espagne 35 peut-être, on verra ça tout à l'heure, mais plutôt à savoir si l'indice qui monte le plus en ce moment, c'est l'IBEX ou si c'est le DAX allemand ou si c'est le CAC 40 français. Parce que quand on va aller acheter une valeur, donc ça c'est dans le séminaire Comment augmenter votre probabilité d'avoir raison que j'en ai parlé, quand on Je vais cherche envoyer à, les liens. quand on cherche à acheter une valeur, il faut essayer d'acheter la valeur qui monte le plus. Voilà, bien sûr, vous n'allez pas vouloir le faire. Votre réflexe, c'est toujours d'aller chercher les valeurs qui ont baissé parce que sur le graphique, il y a plus de place en haut, alors que la valeur qui a déjà monté, elle est tout en haut. On a l'impression qu'elle peut plus avancer parce qu'elle va buter contre le cadre du graphique, mais c'est un biais comportemental que l'on a. Écoutez ce séminaire, ce webinaire. Il faut, quand vous cherchez des achats, acheter les valeurs qui ont le plus monté. Et on va faire des cas ensemble de recherche de ce type de valeur-là. Si en revanche, dans la première partie de votre analyse, vous êtes arrivé à la conclusion que vous êtes dans un marché qui est un marché baissier, vous allez chercher les valeurs qui ont déjà le plus baissé, parce que les valeurs qui sont les plus faibles, et donc vous allez comparer, par exemple, est-ce que les valeurs italiennes montent plus ou baissent plus que les valeurs européennes en général? Est-ce qu'elles montent plus ou est-ce qu'elles baissent plus que les valeurs françaises? Donc, est-ce que j'ai intérêt, quand je cherche des ventes, à aller les chercher en Espagne ou est-ce que j'ai intérêt à aller les chercher en France? Et vous pouvez faire autant de comparaisons que vous voulez comme ça. On peut comparer l'Allemagne à la France, l'Allemagne à l'Espagne, l'Allemagne à l'Italie. Essayez d'être logique dans ce que vous faites. Prenez des notes pour appliquer des principes de transitivité de logique. Si la France fait moins bien que l'Allemagne et si l'Italie fait moins bien que la France, alors normalement, vous devez trouver que l'Italie fait moins bien que l'Allemagne. Si ce n'est pas le cas, il y a un bug. On va voir comment on fait tout ça, mais votre but, c'est de restreindre l'univers de la recherche. Donc, quand vous avez déterminé quels sont les pays ou quels sont les secteurs dans lesquels vous avez intérêt à aller chercher des valeurs à l'achat ou des valeurs à la vente, là, vous allez aller regarder les valeurs qui répondent à ces critères. Vous allez refaire le même raisonnement. Vous allez vous dire, tiens, j'ai trouvé que, par exemple, le secteur automobile était très faible et surtout l'automobile allemande. Parmi les automobiles allemandes, quelles sont les automobiles les plus faibles? Est-ce que c'est Volkswagen? Est-ce que c'est Porsche? Est-ce que c'est Mercedes ou BMW? En gros, il y en a 4 des automobiles allemandes. Donc, si l'automobile allemande est un secteur que je pense être faible, et que, par exemple, Porsche est la valeur la plus faible, eh bien, je vais marquer dans mes petites notes, dès que je cherche une valeur à la vente, je vais chercher à vendre Porsche. Ça va être un candidat à la vente. Et
moi, j'ai continuellement des listes comme ça que je remets à jour régulièrement et je sais quelles sont les valeurs que je veux acheter et quelles sont les valeurs que je veux vendre. Et après, il me reste juste à attendre un moment qui me semble être un moment intéressant, c'est-à-dire que les valeurs que je veux acheter, il faut qu'elles aient un peu baissé. J'ai pas envie de les acheter au plus haut des plus hauts des plus hauts. J'attends un petit repli, pas forcément très important. Et les valeurs que je veux vendre, j'attends qu'elles aient rebondi. Et bien entendu, les valeurs que je veux acheter, je les achète si dans la première étape, mon indice m'a dit feu vert, il faut chercher des achats. Et les valeurs que je veux vendre, je les vends si dans la première étape, mon analyse sur les indices m'a dit qu'il fallait que je cherche des ventes. Bon, donc vous avez tout ça qui est récapitulé là sur ce slide. 3 étapes dans l'approche et on va le mettre en place tout de suite ensemble. On va. Alors, Alors, on a 2 questions, Valérie, par rapport à oui, ça. allez-y. Oui. Une première, bah, alors qui est générale, mais tu es déjà revenu dessus, peut-être que tu nous orienteras vers un webinaire. Pour déterminer une tendance d'un indice, quelle unité de temps utilisez-vous? Donc ça, c'est la première question. Ouais, ouais. Et ben, Voilà. c'est libre. Enfin, je veux dire, chacun fait comme il veut. Des tendances. En fait, le problème, c'est qu'il y en a plein. C'est pas la même tendance si on regarde les 10 années qui viennent que si on regarde les 10 minutes qui viennent. Euh, alors, moi, je vous déconseille fortement toutes les opérations intraday. Toutes, toutes, toutes. Ouvrir le matin pour fermer le soir, c'est une très mauvaise idée. Je vous conseille d'avoir des horizons de temps qui vous laissent le temps de réfléchir, que vous n'ayez pas besoin de réagir dans l'instant aux informations, parce que plus on réagit vite et plus on fait de bêtises. Bon, voilà, donc ça, on pourra en reparler dans le temps, mais très clairement, c'est mon expérience et c'est ce que je vois continuellement les gens faire, c'est changer d'avis pendant la séance. Ils ont fait un plan avant la séance et puis pendant la séance, il y a une nouvelle qui arrive, ils changent d'avis et ils se mettent à faire n'importe quoi. C'est très 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 difficile de changer d'avis pendant une séance. Ça demande une expérience absolument considérable. Donc, je vous recommande de ne pas le faire. Donc moi, comment je travaille? Bon, on va le voir. Hein. Je regarde des horizons de temps très longs. Je regarde du 10 ans et puis en horizon de temps hebdomadaire et aussi du 1 an, 2 ans, 3 ans. En fait, ça dépend des graphiques. Hein. Le problème, c'est que moi, je connais à peu près toutes les valeurs parce que c'est mon métier, j'y passe ma vie. Et donc je sais d'où elles viennent. Je sais ce qu'elles faisaient il y a 5 ans, ce qu'elles faisaient il y a 10 ans. Je ne le sais pas par cœur, bien entendu. Mais enfin, j'ai quand même en tête beaucoup de choses et le graphique, c'est vraiment un soutien de ma mémoire. Vous ne le savez pas forcément, donc il est important quand vous commencez une analyse que vous commenciez par regarder tout. Tout l'historique qui vous est fourni. Et puis petit à petit, vous allez vers des horizons de temps plus courts. Et vous n'allez jamais sur de l'intraday. Voilà ma recommandation. Il y avait une deuxième question, Maëva. Tout à fait. Alors, quels sont les secteurs du marché américain qui sont corrélés fortement avec les secteurs du marché européen? Ah, alors, il n'y a pas de secteur, il n'y a pas de corrélation sectorielle d'un côté à l'autre de l'Atlantique. C'est, je peux pas vous expliquer pourquoi. C'est vraiment, ouais, à la rigueur un peu la techno, mais les télécoms, ça n'a rien à voir. Les utilities, ça n'a absolument rien à voir. Euh, les valeurs financières, un tout petit peu. L'énergie peut-être un petit peu, euh, mais c'est tellement souvent différent que moi je pars du principe que ce sont deux univers que je traite séparément. C'est pas parce que j'ai envie d'acheter les banques en France que j'ai envie d'acheter aux États-Unis ou vice versa. Euh, les banques aux États-Unis, elles ont eu des parcours fabuleux post-crise de 2008. Hein, JP Morgan, c'est au plus haut historique depuis longtemps. Alors que la seule banque qui a réussi à rejoindre ses plus hauts historiques, en gros, c'est BNP. Enfin,
Maintenant, on en a d'autres qui sont sur des sommets historiques. Mais enfin, elles ont mis très, 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 très longtemps à se remettre. Sinon, dans l'ensemble, les autres, elles sont très loin de leur record de 2007. Non, éviter les approches sectorielles cross des deux côtés de l'Atlantique. Une autre question avant que je Oui, continue? et ben alors on a une autre Oui. question en lien Hmm. avec le graphique que tu viens d'afficher, qui vient d'arriver. Il y a un indicateur force relative. Pourriez-vous expliquer l'utilité? Oui, alors attendez un petit peu, parce que ça va venir. Alors, on va commencer par Alors, j'ai l'impression qu'on a un problème technique, sans doute internet avec Valérie. Oui, voilà, parce on n'a plus le son de Valérie et on a perdu l'image. Donc, je vous fais patienter quelques instants, hein. Voilà, le temps qu'elle puisse nous rejoindre. Elle a peut-être une petite panne internet ou un petit blocage, hein. Donc, on va attendre quelques instants qu'elle nous rejoigne. je suis pas très habile avec 10, avec l'Eurostock 50. Bon, déjà, il n'a pas eu une tendance haussière très Alors, simple, mais Valérie, il y a tout un oui. moment où on t'entendait plus et on ne t'avait plus à l'écran. Ah bon? Ouais, au moment où tu as commencé à parler de la force relative. Pareil pour les participants. Du coup, désolée si tu peux reprendre à ce moment-là. Il y a dû J'en ai avoir pas un parlé petit de la bug force internet. relative, justement. J'ai dit on en parlerait plus tard. Voilà, Donc, juste après ça, ça a coupé. OK, très bien. Donc voilà, donc j'ai dit que la première étape dont je vous avais parlé, c'était d'évaluer la tendance sur différents indices. Donc j'ai là, et je vous ai dit aussi, commencez toujours par l'horizon de temps le plus long qui soit disponible, parce que si vous ne connaissez pas et si vous ne l'avez pas en tête, il faut le découvrir. C'est important de savoir où on se situe par rapport au plus bas et au plus haut historique. Et donc là, on voit qu'on a un Eurostock. Donc là, j'ai 30 ans d'historique sur l'Eurostock 50 en données trimestrielles. 30 années, une bougie, c'est un trimestre. Donc, on voit qu'on vient d'avoir 2 trimestres très haussiers. Donc, on a peut-être un peu de surachat quand même sur cet indice. Mais il est bien entendu en tendance haussière et la prochaine résistance, elle est très loin. D'un point de vue long terme, elle est à 5525 et on vaut 5100, 425 points, ça nous fait 8%. On a de quoi voir venir. Est-ce qu'il n'y a que celui-là qui fait ça? Voici l'indice suisse, 30 années, un trimestre. Bon, l'indice suisse, vous voyez que lui, il est beaucoup plus loin de son sommet historique, mais que il est quand même aussi extrêmement haussier. On peut jeter un coup d'œil à la Norvège, pourquoi pas. Oh là, la Norvège, balèze. Elle est tout en haut. Donc ça, c'est un truc dont il faut se souvenir. Il y a peut-être des valeurs norvégiennes qui seraient intéressantes à regarder puisqu'on est au plus haut. Le Danemark, sous les récents sommets, il est pas très dynamique. Vous voyez que la hausse est plus heurtée, donc pas intéressant. Donc là, je vais pas tous les faire, hein, parce que sinon on y passe 2 jours. On a vu quelques indices européens. Je vais prendre cette liste-là, indice US. Alors US Tech, donc le Nasdaq 100, on est au plus haut historique, quasiment, on en est tout près, donc ça reste un indice qui est encore très fort, ça reste un indice qu'on peut privilégier. Le Russell 2000, l'indice des valeurs moyennes américaines, il est bien en tendance haussière, mais vous voyez que ces records, il les a atteints. Alors, on n'a pas
Voilà. Ces records, il les a fait ici, donc en 2021, et depuis, il est resté sous ces records. Donc, c'est un indice qui est plutôt mollasson. On a trouvé des indices qui étaient beaucoup plus dynamiques que ça, puisqu'on a des indices qui sont sur les sommets historiques, que ce soit la Norvège ou bien alors l'indice, le Nasdaq, le Tech 100. US 500, lui aussi, record historique. Alors, on peut se poser la question de est-ce que j'ai plutôt intérêt à chercher au sens large aux États-Unis, donc des valeurs classiques dans le US 500, ou est-ce que j'ai intérêt à chercher des valeurs technologiques, lequel des deux secteurs est le plus important? On regardera ça tout à l'heure. On a ici un US Fang Cash. Alors, je ne sais pas ce que c'est, US Fang Cash. Et on a très peu d'historique, donc on ne touche pas. Emerging Market Index, alors ça va donc être un mix de différents marchés émergents et on voit que c'est très faible, c'est très bas, c'est très très loin des sommets précédents. On est très loin en dessous des sommets de 2021. Je vous rappelle que sur le CAC 40, sur les indices allemands, sur l'Eurostoxx 50, l'Eurostoxx 50, il est en dessous de ses records, mais il est nettement au-dessus des niveaux de 2021. Donc là, on a des indices en Asie, enfin des indices émergents, qui sont quand même très faibles. Alors, c'est sur un horizon de temps qui est très long, ça, donc on pourrait regarder sur quelque chose d'un petit peu plus court, mais il faut quand même avoir en tête, il faut que vous sachiez que vous êtes en train de choisir, quand vous faites ça, un indice qui essaie de se reprendre, mais qui a été très, très, très mal aimé. Bon, donc première approche, on fait ça. En fait, moi, je travaille pas sur des horizons de temps aussi longs, mais 10 ans en données hebdomadaires, dans unité de temps, une semaine. Voilà. Marché émergent, donc on a un signal sur les marchés émergents, mais sincèrement, pour moi, il y a tellement de sous-performances accumulées depuis tellement longtemps que ça m'intéresse pas. Je prends un risque absolument considérable parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que une valeur qui a été sous-performante, eh bien, quand le marché va se remettre à monter, elle va potentiellement montrer beaucoup d'élasticité, elle va aller très vite, mais ça va être la première qui va repartir à la baisse dès que les choses vont se gâter. Et non seulement ça va être la première à repartir à la baisse, mais elle va repartir à la baisse dans des proportions beaucoup plus importantes que d'autres. Donc, c'est un risque qui est important. Et pour moi, je cherche simplement les valeurs qui présentent le moins de risques. Tout mon processus, c'est de chercher des valeurs qui présentent peu de risques. Ce pas des valeurs sur lesquelles je vais gagner beaucoup d'argent, je m'en fous. Ce que je veux, c'est ne pas en perdre. Parce que j'ai une chance sur deux d'en gagner, sans rien faire. Hein. Si j'achète tout, j'ai une valeur sur deux, enfin, ou plus quand les marchés sont haussiers, mais si les marchés ne font rien, j'en ai une sur deux qui va monter. Je simplifie les choses, hein, mais je vous dis, c'est mon point de départ. Je me dis, j'ai une chance sur deux pour gagner ou perdre. Donc, je veux perdre peu parce que ce qui compte, c'est de préserver le capital pour pouvoir continuer. Si je perds beaucoup à un moment donné, eh bien, si mon capital il passe de 100 à 80, j'ai perdu 20%. Pour repasser de 80 à 100, il faut que je regagne 25%. Donc ça, je ne veux jamais me retrouver dans cette situation-là. Ce qui prédomine dans tous mes choix, c'est quelles sont les valeurs sur lesquelles j'ai peu d'argent à perdre. Et je ne me pose pas la question de ce que j'ai à gagner. Donc, marché émergent, j'élimine. Alors que Nasdaq, là, voilà, typiquement, quand je commence un processus sur des actions, je vais regarder un graphique de ce type-là, ça me dit tout de suite où on en est, on est au plus haut. Ça, c'est typiquement une valeur qui m'intéresse, sur laquelle je me dis, je veux acheter potentiellement cette valeur. Alors, je me la pose d'autant plus si je trouve que c'est actuellement la valeur la plus forte. Alors là, on arrive aux forces relatives. Donc, déjà, vous avez vu quand même tous ces indices, ils nous disent qu'il faut qu'on cherche des idées à l'achat, interdiction de vendre. Maintenant,
alors, c'est pas celui-là, j'avais préparé, bon, bien sûr, ça a changé. On va comparer des indices entre eux. Alors, je voudrais avoir voilà, le US 500. Hop, voilà. Donc, ce que j'ai préparé ici, c'est un chart avec en haut un indice que je vais faire changer. Donc là, je vais mettre le Nasdaq, US Tech 100, hop. Et en bas, cette fameuse force relative. La force relative, c'est très simple, c'est la division de deux prix. Donc c'est les cours du Nasdaq divisés par les cours de quelque chose d'autre. Et là, la base de division, c'est US 500 cash, c'est-à-dire S&P 500. Et après, ce que je fais, c'est que je regarde cette courbe et je regarde si elle monte ou si elle baisse. Donc là, on a 2020-2024 comme historique. Je vais remettre 10 ans. Voilà. Je vois que ici, depuis 2002, en gros, la courbe, elle a monté de façon quasiment continue. Les baisses, elles étaient beaucoup plus petites que les hausses. Si je passe sur quelque chose d'un peu plus court, sur 5 ans, et du coup, je vais mettre sur un horizon de temps une semaine, comme on était à peu près tout à l'heure, je vois que donc on a eu cet accident de 2021-2022. 2021-2022, la division entre les cours du Nasdaq et les cours du S&P 500, c'était plat. Puis après, ça a baissé, puis ça a remonté. Donc, ça veut dire quoi? Tant que la courbe, elle monte, ça veut dire que le Nasdaq 100 monte plus ou baisse moins que le S&P 500, ou les deux d'ailleurs. Parfois, il y a des indices qui, quand le marché monte, ils montent plus, et quand le marché baisse, ils baissent moins. C'est pas facile, hein, ça à trouver. Dans l'ensemble, vous avez soit des valeurs qui vont monter plus quand le marché monte, soit des valeurs qui vont baisser moins quand le marché baisse. Et de temps en temps, elle monte plus et elle baisse moins, mais enfin, là, c'est un petit peu le Graal qu'on aimerait bien trouver. Si ça baisse, ça veut dire au contraire que la valeur monte moins ou baisse plus. Donc, je vous ai dit, si j'ai déterminé que les indices étaient dans une tendance haussière, je cherche des valeurs à acheter et je veux acheter des valeurs qui sont fortes, qui montent le plus fortement possible. Donc là, est-ce que le S&P 500, enfin, est-ce que le Nasdaq 100 est plus fort ou moins fort que le S&P 500? On est dans une situation qui est un petit peu litigieuse parce que on est venu sur les sommets historiques du ratio entre le S&P 500 et le Nasdaq 100 et on essaye de le dépasser. Le Nasdaq 100 a interrompu sa surperformance il y a 3 ans. Il l'a repris ici il y a un an, en janvier 2003, il y a un an et demi. Et quand il est revenu sur les précédents sommets, il s'est à nouveau stoppé puisque la force relative a légèrement rebaissé. Donc, cette force relative, je la lis exactement comme si c'était un prix. Sauf que c'est pas un prix, c'est la division de prix. Mais je l'utilise exactement comme si c'était un prix. Et je cherche les valeurs pour lesquelles j'ai une force relative qui est haussière sur l'horizon de temps qui va m'intéresser. Donc, bien entendu que le Nasdaq, par rapport au S&P 500, il a monté depuis 2002 jusqu'en 2022, donc pendant 20 ans, et depuis, il s'est légèrement interrompu. On n'est pas sûr que ça reparte à la hausse ou pas. Donc, en gros, ce que je me dis là, c'est pour moi, acheter le S&P 500 ou acheter le Nasdaq 100, c'est pareil. J'ai pas vraiment de favoris immédiatement entre ces deux indices et entre ces deux types de valeurs aux États-Unis. Mais ce que je peux me demander, c'est si je préfère acheter des valeurs européennes. Alors, où est-ce qu'ils sont mes indices européens Non, ça, c'est les indices européens qui m'intéressent moins. Alors, c'est peut-être là-dedans. Alors, tiens, vous entendez dire que les valeurs anglaises se reprennent bien. Donc, ce que l'on a ici, c'est
en haut, l'indice anglais, le FTSE 600. Donc, le FTSE 600, si vous le regardez pas souvent, il faut quand même vous souvenir que il vient juste de passer au-dessus du niveau de 2018. Donc, je peux vous dire qu'il a un paquet de retard, celui-là, hein. Mais, bien entendu, il vient de libérer un nouvel élan. Donc, pour des horizons de temps très court terme, ça peut être intéressant. Pour des horizons de temps long terme, il va falloir qu'il pédale encore beaucoup pour rattraper son retard. C'est ce que l'on peut voir ici. Si on compare le FTSE 600 au S&P 500, vous voyez que on est quand même tout en bas. Alors, est-ce que ça va rebondir ou pas? Moi, je traite les tendances. Et en termes de tendance, le FTSE 600, il est moins intéressant que le S&P 500. C'est-à-dire que à chaque fois que le marché va douter de ses capacités haussières, j'ai un gros risque que sur quelques semaines, le FTSE 600 fasse moins bien, baisse plus. J'ai un gros risque qu'il s'arrête de monter plus tôt que le S&P 500. On va se mettre sur un horizon de temps plus court, on va prendre 5 ans en données quotidiennes. Vous voyez que là, la courbe, donc là, on a début 2023, c'est là où est mon curseur, là, voilà, hop, ici, début 2023. Donc pendant tout 2023, le FTSE 600, il a fait moins bien que le S&P 500, puisque la division des deux a baissé. Et là, pendant quelques semaines, le FTSE 600 a fait un peu mieux. Mais vous voyez qu'il est déjà en train d'hésiter. Alors, pourquoi est-ce que vous pouvez l'utiliser comme si c'était une action? C'est que vous voyez qu'ici, vous aviez les précédents creux. Vous aviez un sommet. Donc, vous avez une belle grosse résistance là. On ne l'a même pas atteinte. On en avait une autre ici. On l'a un peu dépassée, mais pas très clairement. Alors, c'est pas aussi précis qu'une action de regarder la force relative. Mais ça vous donne quand même des bonnes indications de tendance. Et donc, les valeurs anglaises, pas intéressantes. Je préfère les valeurs américaines. Alors, où est-ce qu'on a les valeurs françaises et les valeurs allemandes? Bon, elles ne sont pas dans cette liste-là, on dirait. Est-ce qu'elles sont dans World Indices? On a l'Espagne, là. On a l'Espagne et Alors, l'Italie. on a une question, Valérie, je te la pose Oui, maintenant parce qu'elle oui. elle est bien en écho avec ce que tu venais d'aborder. Pourquoi on compare le FTSE 600 avec les marchés américains? Il n'y a pas de corrélation forte. On devrait comparer avec un autre indice d'Europe. Et Moi, ce que parce j'ai que vous compris, c'est pouvez que les aussi, oui, Américains étaient très forts. bien sûr, mais pour le moment, les Américains restent les plus forts. Donc, acheter des valeurs américaines, ça reste quelque chose qui peut être une bonne solution, hein. Il faut quand même le garder, il faut quand même le garder à l'esprit. Mais je suis en train de chercher les indices européens pour qu'on fasse la comparaison. Alors là, j'ai trouvé l'Espagne et je compare l'Espagne au S&P 500. Pourquoi? Parce que en fait, dans ma première étape, je veux trouver les plus forts. Donc, je veux savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus fort que le S&P 500 ou pas? Voilà, c'est la question. Alors, la question, vous connaissez peut-être la réponse. À long terme, non. Mais depuis quand est-ce que les indices européens sont plus forts? Est-ce qu'ils sont en train d'établir une tendance de force pérenne ou pas? C'est une question qu'il faut quand même se poser potentiellement. Donc là, on a le graphique entre l'Espagne et le S&P 500 et vous voyez que l'Espagne, elle surperforme uniquement depuis le début du mois de mars. Sinon, elle n'a pas particulièrement sous-performé non plus, hein, sur la durée que je vous présente ici, 200 unités, donc c'est pas très long. On va remettre 5 ans. Voilà. Donc bien sûr, dès qu'on met 5 ans, pourquoi est-ce qu'il me met du 5 ans en une semaine? Voilà. En fait, là, on se rend compte que la courbe a beaucoup baissé, donc l'Espagne a beaucoup sous-performé, mais depuis 2021, hein, voilà, mon curseur est là, même octobre 2020, eh bien, en gros, l'Espagne et les États-Unis, c'est pareil. Est-ce que vous saviez que, alors, il n'y a pas la variation de la devise là, mais si vous faites des turbos ou des CFD, comme vous travaillez sur des
des appels de marge, vous êtes peu exposé à la variation de la devise. Donc, on a quelque chose là qui a à peu près la même performance depuis 3 ans. Être investi en Europe ou être investi aux États-Unis ou être investi en Espagne, c'est à peu près pareil. Et j'aimerais bien trouver ce CAC 40 valeur affichée. Italie. Bon, on va regarder l'Italie. Je voulais le comparer aussi. Alors là, on a exactement les mêmes courbes que pour... Je regarde même pas la courbe du haut. Je les ai déjà regardées. Je sais que les indices sont en tendance haussière. Maintenant, je regarde plus. Je choisis mes indices favoris. Et donc là, en fait, l'Italie, elle fait un peu mieux que l'Espagne, a priori, depuis 2022, parce que vous voyez qu'elle a mieux réussi à remonter. Mais elle est en même temps, par rapport au S&P 500, sous cette forte résistance. Bon, je ne vais pas passer tout en revue. Là, ce que je conclus, déjà, moi, en tant qu'analyste, je me dis, en ce moment, bah, l'Europe tente quelque chose et ça fait quand même 2-3 ans déjà qu'elle a une performance qui est extrêmement proche des pays américains. Donc, traiter sur les indices européens, c'est pas stupide. Je suis pas en train de choisir des valeurs qui n'ont aucune chance de me rapporter de l'argent. Je peux traiter des deux côtés de l'Atlantique. Là où je ne veux pas aller pour le moment, c'est en Asie. Alors, maintenant, je vais me demander quel type de valeur je vais vouloir acheter. Alors, on va changer de graphique de force relative, parce que j'en avais préparé un avec la force relative par rapport au CAC 40. Et on va mettre non pas 10 années, mais 5 années, et en horizon de temps, un jour. Voilà. Donc, ce que je fais après, c'est que je vais comparer les valeurs. Et donc là, je vais assez vite quand je fais ça. Je clique sur ma liste, je regarde Vivendi ou Vivendi par rapport au CAC 40. Ben, c'est pas terrible. C'est bien Vivendi là, oui, c'est bien Vivendi. Vous voyez que c'est, on peut pas dire que cette courbe là, elle soit particulièrement haussière, donc j'en veux pas. Je regarde Vinci. Bon, Vinci c'est un peu mou, j'en veux pas. Veolia, oh là là, Veolia c'est pas bien, j'en veux pas. Unibail, ah, c'est pas inintéressant Unibail. Bien entendu, je le sais de tête, ça vient d'une sous-performance très importante, mais depuis 2023, j'ai quelque chose dont la performance relative, la force relative d'Unibail par rapport au CAC 40 est haussière. Unibail monte plus que le CAC 40, nettement plus que le CAC 40, ou alors elle baisse moins. En fait, elle monte plus, dans les baisses, elle est un petit peu plus agitée. Il y a quand même un petit peu plus de volatilité. Mais c'est pas mal. Total CRT, bon, on ne peut pas dire que ce soit violemment surperformant sur longue période. C'est correct, mais juste correct. Thales, ça fait comme le CAC 40. Bon, Téléperformance, c'est à fuir. Jamais. Alors, on peut essayer de la vendre. Voilà, Téléperformance, je me fais une liste, je me dis, si je cherche une valeur à vendre, je peux à la rigueur vendre Téléperformance. Je ne vais pas vraiment la mettre. Pourquoi ? Parce que Téléperformance, elle est très décorrélée. Les éléments microéconomiques actuellement sur Téléperformance, ils sont trop importants. Et d'une. Et de deux, le jour où elle rebondit très fortement parce que il peut y avoir des problèmes de préemprunt de titres. Donc, il peut y avoir beaucoup de shorts sur la valeur qui cherchent à se racheter. Et donc, ce qu'on appelle la volatilité à la hausse, l'élasticité de la valeur à la hausse, elle est très forte. Ça dure pas, mais quand ça se met à monter, ça peut être très violent. Donc, je bannis Téléperformance. 1, je ne peux pas l'acheter parce qu'elle est sous-performante, mais 2, je ne peux pas la vendre parce que quand elle rebondit avec beaucoup trop de violence. ST Micro. Oh là là, regardez un peu, c'est au plus bas depuis 2022 en force relative. Donc, ça m'intéresse pas. Alors, ST Micro, valeur technologique. On a vu aux États-Unis que la techno, ça marchait bien, mais ST Micro, ça marche pas. Donc là,
on peut se poser des questions. On peut se dire oui, mais ST Micro, c'est pas bon, mais est-ce qu'il y a des valeurs technologiques en Europe qui marchent bien? Et on va dans la EX et on regarde ASML. Et là, on voit que ASML, bon, elle a baissé hein, là récemment, mais enfin dans l'ensemble, elle a quand même bien progressé. Bon, on ne sait pas très bien, mais c'est quand même mieux que ST Micro. Ah, ASM International, beaucoup plus petite cap, ça c'est top. Voilà, donc liste, ASM International, ça m'intéresse de l'acheter. ASML, ça m'intéresse de l'acheter aussi. ST Micro, non. Voilà comment je vais avoir mon approche et je prépare mon travail. Et ça, c'est un pré. Vous pouvez le refaire toutes les semaines, à peu près ce travail-là, ou tous les 15 jours, ça ne change pas instantanément. Donc, si on se dit que on va traiter en Europe, qu'en Europe, on va acheter une valeur technologique, puisque tout ça, dans mon raisonnement, ça se tient, hein, c'est possible, et que on va préparer une stratégie sur ASM international. On va vouloir acheter ASM international. Ce qui va nous rester à faire, maintenant, on n'a plus besoin de la force relative, puisqu'on a choisi notre valeur. On est au plus haut. Bon, en fait, ça, on va le faire. Bon, on va le faire maintenant. La partie stop loss que j'ai traité aussi dans un autre séminaire. Cette valeur, elle est dans une tendance haussière. Et qu'est-ce qui invaliderait cette tendance haussière? Elle est dans une tendance haussière depuis peu, en fait, parce qu'elle avait consolidé. Elle a publié des résultats qui ont été très décevants, ou alors elle a réagi aux résultats de quelqu'un d'autre, je ne sais plus. Cette baisse-là, c'était une publication. Et quand elle a fait ça, vous voyez qu'elle a enfoncé ce creux. Donc, on ne sait pas très bien si elle est passée en tendance neutre ou pas. En tout cas, elle est revenue en tendance haussière ici, puisqu'on a à nouveau des sommets qui sont en hausse. Et on a maintenant ici bien des creux qui sont aussi en hausse. Et puis, on a eu tous ces creux précédents qui étaient en hausse. Donc, on a bien une tendance qui est haussière. Mais où est-ce que la tendance arrêterait d'être haussière? En fait, on serait bien embêté si on enfonçait 573. Parce que si on enfonçait 573 dans une semaine, si là, ce sommet, si c'était le dernier sommet et qu'elle se mettait à baisser, et qu'elle baissait, elle remonte un peu, elle baisse, mais elle ne fait pas de nouveau sommet, et hop, elle baisse et elle enfonce 573, alors on aurait un sommet ici, un sommet là, c'est-à-dire deux sommets en hausse, mais on aurait un creux ici et un creux là qui serait en baisse. C'est la définition d'une tendance neutre. À partir du moment où on est en tendance neutre, mon risque, c'est qu'elle aille chercher le point de soutien suivant, c'est-à-dire qu'elle baisse à 510. C'est pas sûr. La tendance neutre, c'est quelque chose, on ne sait pas, c'est un entre-deux. Donc c'est quelque chose qui n'est pas intéressant, il vaut mieux quand même passer à autre chose. Donc le niveau d'invalidation sur ASML, c'est 573, 572, 60, on va dire 573, hein, on va arrondir entre nous. Et là, en ce moment, on voit 642. Alors bon, c'est un peu cher, mais si elle revenait ici, vers 615, ça m'intéresserait tout à fait. Peut-être qu'elle va pas le faire demain. Peut-être qu'il va falloir que j'attende une semaine que ça monte, puis 15 jours que ça baisse. Mais ce que je vais faire, c'est que sur mes graphiques, je vais mettre un trait gras par trait gras, je veux dire, voilà, il est gras, c'est parfait. Je vais mettre un gros trait comme ça sur le niveau d'invalidation. Je sais que tant que je suis au-dessus de ce niveau, je cherche des achats. Et je vais mettre un trait fin, alors sur la zone de prix qui m'intéresse, donc c'est celle-là. Alors ça, comment je change? Configurer la ligne, épaisseur, un point, voilà, et on peut même le mettre en pointillé pour, voilà. Donc ça, c'est un niveau d'achat qui m'intéresse. À partir de ce prix-là, je suis intéressée pour l'acheter avec un stop sous ce niveau-là. Et ça, je le fais jusqu'à ce que j'ai plein d'idées de valeur à l'achat. En ce moment, je cherche des achats sur les indices. Là, j'ai rempli ma première partie de mon travail. Si je reviens, est-ce que vous avez des J'ai questions? une question par rapport à ça, Valérie. Une fois que tu as paramétré donc toutes tes valeurs avec les niveaux intéressants d'achat, etc.,
Est-ce que tu te mets des alertes pour entrer automatiquement, des alertes pour avoir un signal ou alors des ordres différés pour entrer automatiquement dans le marché? Ou est-ce que Non, tu regardes juste quotidiennement et éventuellement tu passes à je l'achat? regarde, je regarde tous les jours. Je regarde tous les jours parce qu'en fait, entre-temps, peut-être qu'elle a énormément monté, et puis après rebaissé. Enfin bon, et puis peut-être que les indices, ils ont changé de tendance. Enfin, tous les jours, je me repose la question. Tous les jours, je me pose la question de est-ce que ce que j'ai pensé hier est toujours correct? Mm, parfait. Mais Alors avant, on a une avant deuxième. l'ouverture du marché. Oui, une D'accord. deuxième question. Deuxième question, si l'indice allemand DAX est à la hausse, mais que le secteur automobile est à la baisse, Ouais. partiriez-vous sur une baisse des constructeurs automobiles? Euh, non, je sais pas. Ça peut être différent. Ça peut être différent. Et en fait, le problème, c'est qu'il faudrait avoir un sous-secteur avec les. Alors, attendez, est-ce que j'ai bien compris? Vous parlez des fournisseurs ou pas? Attends, Des répète-moi la question. automobiles, les automobiles, les valeurs automobiles allemandes par rapport à l'indice allemand. Ah oui, alors, si, oui, je pensais que vous me parliez des deux compartiments de marché, à savoir les fournisseurs, les Valeo, Continental, Plastic Omnium, etc., par rapport aux constructeurs intégrés. Euh, alors, si la force relative du secteur automobile par rapport au DAX est faible, euh, j'attends de vouloir vendre les indices. Quand les indices me disent il faut vendre, eh bien là, je vais chercher les valeurs du secteur automobile et j'ai fait le même travail que là, mais on change de tendance, donc je vais aller chercher les valeurs qui ont des tendances qui démarrent à la baisse. Je vais voir où sont les stops, etc., pour choisir la valeur que je vais vendre ce jour-là. Et j'aurai déjà prédéterminé quelles sont les valeurs les plus faibles. J'en ai au moins deux en tête. Enfin bon, d'emblée, je peux vous dire, c'est Volkswagen et Porsche, hein, c'est les deux pires. Ça fait longtemps et ça reste vrai pour le moment. Donc c'est les deux valeurs que je vais chercher à vendre. En France, Renault, elle a eu un super parcours depuis quelques mois, mais je ne sais pas si je suis très convaincue à long terme qu'elle va pouvoir tenir. Donc si à un moment donné, il faut vendre les indices et qu'on a bien toujours un secteur automobile qui est sous-performant, je vais sans doute mettre Renault dans le groupe des valeurs que je vais vouloir vendre. Mais je ne vais pas vendre Stellantis. Même si Stellantis, il y a un moment, elle va baisser aussi. Mais tout ce que je veux, si vous voulez, moi, je me dis, j'ai une chance sur deux pour avoir tort ou pour avoir raison. Donc, je veux maximiser mes chances. Ce 1 sur 2, je veux petit à petit le faire monter, mais statistiquement. Je veux pas le faire monter en pensant que je suis tellement intelligente que je vais trouver la valeur qui va le plus baisser et la valeur qui va le plus monter. Non, ça m'est complètement égal, ça. C'est pas du tout ce que je cherche. Je veux la valeur qui a déjà plus monté, qui baisse moins, qui est dans un secteur qui monte plus, qui baisse moins, quand les indices montent. Parce que avec tout ça, si vous voulez, j'ai plein de filets de secours qui vont m'aider. J'ai plein de tendances qui vont pousser dans ma direction. J'ai plein de choses qui vont favoriser ma position. Parce que j'ai tous les marchés qui travaillent pour moi. Euh, voilà, c'est mon attitude et plus ça va et plus je constate que ça paye quoi. Voilà, il faut pas chercher à être particulièrement intelligent. Il faut avoir confiance dans une méthode. Donc oui, potentiellement, quand le marché partira à la baisse, j'irai vendre des constructeurs automobiles. Mais là, pour le moment, je me dis juste que ça m'intéresse pas de les acheter parce que ils vont s'arrêter de monter avant les autres. Donc ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est les valeurs les plus fortes. Elles montent plus longtemps et elles baissent moins longtemps. Voilà, moi ça me va ça. Parce que si je les achète, eh ben, je veux que ça me donne plus de chances de pouvoir sortir sans faire de perte. Alors donc, on repart sur le PowerPoint. Hop, bâtir sa stratégie. Je le remets comme ça. Voilà, donc ça on a vu. Euh, alors le produit. Donc aujourd'hui, on est là pour choisir parmi les Turbo 24. Donc
si vous connaissez rien au Turbo 24, quelques toutes petites notions quand même. Donc, ils ont des effets de levier. Ils sont indiqués, je ne vais pas vous expliquer le pricing, hein, ça c'est plutôt le rôle de Maeva et de ses équipes, mais il n'y a pas d'échéance sur les Turbo 24. Ils ont des barrières. Quand on touche la barrière, bah, le produit vaut 0. Donc, il faut faire attention quand vous choisissez un produit que cette barrière ne soit pas déclenchée. Mais en même temps, si vous prenez une barrière qui est trop loin, vous n'avez aucun effet de levier. Donc, c'est pas la peine de faire des turbos si vous n'avez pas du tout d'effet de levier. Attention, les barrières bougent tous les jours. Hein, elles bougent contre vous, c'est-à-dire que si vous C'est achetez un ça. Parce turbo qu'elles call, intègrent la tout ce qui est barrière, frais de elle va financement. monter tous les jours. Donc, elle va se rapprocher des cours tous les jours. C'est pas des montants considérables, mais ça dépend de vos objectifs. Si vous visez un montant 10% plus haut, le frais de financement, il ne va pas changer dramatiquement votre performance. Mais quand même, soyez-y attentifs. Alors nous, quand on choisit un produit, c'est pas compliqué. On se dit, la barrière, il est impératif qu'elle soit sous le niveau d'invalidation qu'on a déterminé dans notre analyse. Première chose. Et deux, un bis, on part toujours de l'hypothèse qu'on est nul, d'accord? C'est l'hypothèse de base. Il faut croire toujours qu'on va se tromper. Donc, en plus, on essaye de prendre de la marge sous ce que l'on pense être déjà le pire qui puisse se passer. Voilà. Néanmoins, on essaye de rester dans des produits qui ont de leviers qui vont être entre 5 et 15. On va un peu au-dessus de 15. On peut prendre des produits qui ont un levier 20 si on fait une devise, si on fait de l'euro sterling, et qui est un truc qui ne bouge quasiment jamais, alors on peut prendre un gros levier. Mais si on est sur des actions ou sur des indices, alors sur un indice, on peut avoir un levier de 13, 15, 17. Sur une action, autour de 10, c'est déjà très bien. Parce que ça dépend de la volatilité de la valeur. Voilà, donc ça c'est déjà le truc de base. Alors si on va sur le site d'IG, le site d'IG, est-ce que vous voyez là mon écran ou pas? Oui, oui, on voit là. On est Ok, sur Google. Voilà, et ça y est, très IG bien. charge. Alors, où est-ce que je suis là? Je veux action. Je me rends pas compte si je suis sur les turbos ou pas. BNP. Je vais te dire ça tout de suite. Non, tu es sur le compte CFD. Tu peux Ah oui, changer voilà, il en est là. haut. Voilà, ouais, ouais, voilà, voilà. Turbo 24. Voilà. Voilà. Alors, on a dit qu'on était intéressé par ASM International. Bon, c'est pas vraiment le bon timing, hein, mais c'est pas grave. On va continuer notre exemple sur ASM. Donc, bah pourquoi il n'y est pas? Ah bah attends, c'est pas ASML. Bah il n'y est pas. Donc les valeurs que j'ai à disposition dans l'univers Pro Real Time, Maeva, c'est pas les valeurs sur lesquelles vous avez des produits? Alors, pas forcément parce que sur Ah l'univers ok, Pro je Real savais Time, tu es pas. en CFD. Voilà. Ah oui, 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 Mais bon, d'accord, je me suis pas méfiée. Bon, bah allons on sur pourrait AS. faire l'exemple avec une autre action éventuellement pour que juste tu montres la mécanique. Oui, alors on va prendre une autre action qui est, bah on va prendre BNP. Voilà, qui est une action qui est, voilà, oui, mais elle est trop forte là. Elle est trop haute. Il n'y a pas grand-chose là en ce moment qui soit simple. Ou sur les Euh, américaines, peut-être éventuellement. Si tu as un nom en tête. non, j'ai pas un nom. On n'a rien proposé récemment parce que justement, on a rien qui nous intéresse particulièrement. Si voilà, on va prendre Inditex. Donc Inditex valeur espagnole, hein. Elle est surperformante assez régulièrement. Et là, elle a baissé. Alors moi, ce qui me plaît aussi sur Inditex, c'est que les outils, ils sont là.
extension de Fibonacci, retracement de Fibonacci, le dernier mouvement de hausse, 38% de retracement, c'était 41,36. Le niveau de 38%, comme je l'ai expliqué dans un webinaire précédent. Pour moi, je ne vais pas poser très très précisément, hein, on fait à la louche. Pour moi, tant qu'on est au-dessus de 38%, c'est que la tendance haussière, elle peut reprendre et nous mener à de nouveaux sommets. Donc, on n'est pas allé complètement sur le niveau de support idéal. Peut-être que du coup, il faut accepter d'y aller dans une semaine ou deux, ou peut-être qu'elle va repartir directement parce que c'est une valeur forte et les valeurs fortes, elles baissent relativement peu. Donc peut-être qu'elle a fini de baisser Inditex. Je sais pas, mais moi je cherche pas à savoir. Hein, j'applique une méthode. Donc j'ai des indices qui sont haussiers, j'ai un indice espagnol qui est fort. Il se trouve que les valeurs retail, grande consommation en ce moment, elles se portent assez bien en général sectoriellement. Inditex, elle est en tendance haussière, elle a corrigé moins de 38%, donc pour moi c'est un candidat à l'achat. Où est mon stop? Mon stop il est loin, hélas. Parce que c'est le dernier creux qui a permis d'avoir un nouveau sommet. Donc le stop, il est là, il est à 39,90. Donc quel produit? Donc je cherche un turbo call. Et j'ai les turbo calls qui viennent s'afficher ici. J'ai dit que le stop, il était sous 39,90. Donc, par exemple, là, j'ai un levier à 38, un KO à 38,67. Alors qu'on voit 48 et donc 38,67, ça me fait un levier de 9. Vous voyez, c'est exactement le type de produit qui m'intéresse. Celui du dessous, 35, il est quand même très très loin. Donc il n'y a rien entre ces deux-là. Donc je trouve que 35 c'est un petit peu loin à mon goût à moi. Donc là, si on est en train de faire un conseil day by day, on choisirait ce produit-là comme turbo. Et alors après, ça c'est une partie que nous ne faisons pas à votre place, mais qu'il est important que vous fassiez de votre côté. Ça, Maïva, ça va peut-être pas lui plaire ce que je vais dire, mais mais pour moi, c'est quand même très important. Choisir la bonne quantité de produits. Alors, nous, quand on recommande, quand on sélectionne une valeur avec un produit à turbo, avec un produit à levier, on part toujours de l'hypothèse qu'on va tout perdre. C'est pas compliqué, hein. On ne se pose pas la question de combien on va gagner, de comment est-ce qu'on va limiter la perte. Un produit à barrière, eh ben, il arrive régulièrement qu'on se fasse jeter du produit, que le produit ne vaille plus rien. Et on en tient compte. Enfin, il faut en tenir compte. Il faut que vous en teniez compte. Si on peut sortir en perdant pas 100%, tant mieux. Mais en fait, ce dont vous vous rendrez compte assez vite, c'est que quand le produit, si vous avez acheté un turbo call et que les cours baissent et se rapprochent de votre barrière, la taille du spread par rapport au prix du produit, elle va devenir très importante. Donc en fait, le spread va représenter une grosse partie de la variation du produit. Donc votre intérêt à vendre le produit en perte sur le bas de la fourchette, il est très faible. C'est pour ça que on part de l'hypothèse, nous, que un produit, on l'achète. Si la valeur ne bouge pas trop et qu'on peut sortir à moins 10, moins 20%, etc., tant mieux. Mais sinon, potentiellement, on va perdre 100%. Donc, sachant cela, la quantité de produits achetés doit être adaptée à une perte de 100%. Il ne faut pas mettre la moitié de son capital sur un turbo 24 ou n'importe quel autre turbo. C'est pas parce que c'est un turbo 24. Alors, comment est-ce qu'on choisit les quantités de produits? Ma recommandation, mais vous pouvez faire complètement autre chose. Ce qu'il faut, c'est que vous réfléchissiez à votre règle. Moi, je pense que l'argent, il est difficile à gagner et facile à perdre. Et que donc, il faut toujours être très, très conservateur dans toutes les mesures. Donc, je pars de l'hypothèse déjà que potentiellement, je peux faire 10 pertes consécutives.
Dans ma vie, ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est toujours mon hypothèse de base. Voilà. Je me mets toujours dans une situation où il peut m'arriver pire que ce que j'ai déjà vécu. Parce que tant que je suis dans un cadre que je connais, je sais que je ne vais pas paniquer. Et tant que je ne panique pas, je continue à prendre des décisions rationnelles et je continue à appliquer la méthode. Dès que je me retrouve dans une situation que je ne maîtrise plus, je perds les pédales, je fais n'importe quoi, et le n'importe quoi, c'est toujours des mauvaises idées. 100%, hein, il n'y a pas d'exception. Dès qu'on fait n'importe quoi, c'est toujours mauvais, c'est jamais bon. Donc, je pars de l'hypothèse que 10 fois de suite, je peux perdre 100% de la mise de la prime turbo. Et quel est le montant de capital maximum que j'accepte de perdre? Ben, c'est 10% du capital total. Parce que quand on perd 10%, ben pour regagner, pour revenir au montant de départ, il faut gagner 11%. C'est pas super difficile, ou 11, quelque chose. C'est quasiment neutre. Donc, si j'ai perdu 10%, je peux continuer à, à acheter des turbos et mon capital peut remonter et je peux récupérer tout ce que j'ai perdu au bout de, non pas 10 opérations, parce qu'il va toujours y avoir des pertes qui vont venir se mettre au milieu des opérations, mais peut-être au bout de 20 opérations, j'aurais dépassé mon capital initial. Voilà, donc tenons compte de toutes ces règles, ça veut dire que sur chaque turbo, sur chaque opération, le total des primes que je vais engager sera au maximum de 1% du capital que je destine à la bourse. Alors, je précise que je destine à la bourse, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que vous avez en général, mais si vos stratégies turbo, c'est une partie importante de la gestion de votre portefeuille, vous n'avez pas forcément tout votre portefeuille qui est chez IG, donc peut-être avoir une approche plus large. Voilà, donc votre capital, si votre capital est de 20 000 euros, 1%, ça veut dire que le total de votre ordre va devoir rester à 200 euros. Voilà, c'est une méthode qui est relativement simple. On peut imaginer des choses beaucoup plus compliquées. Ça fait des petites positions, mais la bourse, c'est d'abord minimiser les pertes et pas maximiser les gains. On fait des gains parce qu'on est là dans le marché, on répète, on fait des efforts continuellement et au bout d'un certain temps, eh bien, on gagne de l'argent. Mais la première chose que vous devez garder en tête, c'est comment faire pour minimiser vos pertes. Et vous verrez, les gains viendront. Vous êtes obligé de gagner de l'argent si vous en perdez pas. Voilà, donc la quantité, c'est beaucoup, beaucoup moins sans doute que ce que vous faites d'habitude. Mais c'est ma recommandation. Voilà, est-ce que vous avez des questions encore? Alors, on a écoute, je trouve que c'est une très bonne recommandation et donc je suis tout à fait d'accord Ça avec me fait toi. perdre beaucoup, mais Voilà, après, encore une fois, c'est parce qu'on part d'un capital de 20 000. On aurait un capital plus important, la ah position, ben elle oui, bien serait, voilà, entendu. un petit peu plus importante, donc bien Oui. sûr. Alors, la question, c'est quel pourcentage de gain peut espérer un particulier en suivant vos démarches et préconisations? Qu'est-ce que vous appelez en pourcentage de gain? Le nombre Alors, si la d'opérations personne peut nous gagnantes? préciser Est-ce que c'est le le nombre pourcentage de d'opérations gain. gagnantes ou combien on Ou gagne est-ce que par c'est le opération? gain, oui, ou est-ce que c'est le gain pécunier? Sachant que le gain pécunier, encore une fois, ça va dépendre de la capacité hein, en termes de capital de chacun. Le pourcentage de gain mensuel annuel, mais ça dépendra surtout Ah de bah votre ça capital en dépend du fait. Hein. nombre, mais ça dépend du nombre d'opérations que vous faites. Moi, je ne peux pas vous dire combien vous allez faire d'opérations. Hein. Est-ce que vous allez ouvrir 2 opérations en simultané? Est-ce que vous allez en ouvrir 15? Est-ce que vous allez être disponible sur les marchés tous les jours? J'en sais rien. Enfin, vous pensez bien que si vous faites 2 opérations par mois avec 1% du capital à chaque fois, vous n'allez pas gagner grand-chose. Euh, donc, je ne peux pas répondre à votre question. Je suis désolée, mais
Mais en Et en revanche, suivant les alertes, le pourcentage d'alertes du coup qui ont atteint leur objectif, j'imagine. bon, alors là, c'est ce que c'est ce que je voulais montrer. Attendez, hop. Je Voilà. crois que j'avais la page internet. Bon, nous, c'est notre fichier à nous. Je sais pas si tu as mis à jour avec le fichier que je t'ai envoyé la semaine dernière. Ça, c'est ce qu'on a proposé depuis l'année dernière. Donc, il y a un petit décompte. On a fait 74, on a ouvert 74 conseils à la date du 7 mai. 68 ont été clôturés. Il y en a 13 sur lesquels on a été KO. Donc, on a fait moins 100% sur 13 d'entre eux. Et donc, 68 moins 13, ça fait 55. Il y en a 55 sur lesquels on a eu une performance positive ou négative. Il y a aussi des performances négatives. Et donc là, j'ai un fichier avec la date à laquelle on a ouvert l'opération, le nom de la valeur. Ah ben la perf, elle était déjà calculée. Je me disais, tiens, c'est drôle, j'ai fait un fichier, j'ai pas calculé la perf. Le cours d'entrée, le cours de sortie. Je sais plus où j'ai marqué la date de clôture. Ben, je l'ai peut-être pas sur ce fichier-là. Bon. Donc, si vous prenez, en fait, depuis décembre 2024, on a fait un KO, une, deux, trois pertes, et tout le reste, c'est des gains. Alors que l'année dernière, on avait beaucoup plus de KO, quelques pertes en plus. Bon, des belles performances, hein, si on fait parfois 200%, 100%, enfin bon, on laisse courir les gains, hein, 91, etc. Mais quasiment tous les KO étaient l'année dernière. Pourquoi? Est-ce qu'on est devenu plus intelligent que l'année dernière? Est-ce qu'on a été plus concentré? Est-ce que non? En fait, on a fait le même travail que l'année dernière. À mon âge, je peux à la rigueur devenir plus bête parce que je perds des neurones sans doute assez vite, mais plus intelligente, non, il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce qu'on a plus de gains cette année que l'année dernière? Ben, la réponse, elle est très simple. Indice, on va prendre le CAC 40, parce qu'on fait quand même surtout des actions françaises. Et on va se mettre 2023 mars. Voilà. Donc, on a commencé par là, fin mars, début avril. Qu'est-ce qui s'est passé sur le CAC 40 l'année dernière pendant un gros morceau de l'année? Bah, on monte 2 semaines, on baisse 2 semaines, on monte 2 semaines, on baisse 2 semaines, on monte 2 semaines, on baisse 2 semaines, on monte 2 donc, ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas plus difficile. C'est un marché qui est en tendance plate. On a tenté, là, le marché est parti en tendance baissière, mais quelques jours, il s'est retourné et paf, il est parti en tendance haussière. Donc, en fait, on a eu le pire marché au début des conseils qu'un trader puisse imaginer. Et bien entendu, vous le savez, l'analyse technique dit toujours « The trend is your friend ». La tendance est votre ami. Quand il n'y a pas de tendance, quand on est en tendance neutre, eh ben, c'est très difficile. Donc, on a fait des pertes. Là, qu'est-ce qui se passe depuis la fin de l'année dernière? Bon, le marché, il est en tendance haussière continuellement. Donc, on gagne de l'argent continuellement. C'est pas plus compliqué. Mais ça, il faut l'accepter. Les gains, c'est pas vous qui les faites, c'est le marché qui vous les distribue. Vous devez avoir une méthode qui vous permet d'être investi dans le marché le plus souvent possible en perdant le moins d'argent possible. Et du coup, les moments où le marché il distribue les chèques, parce qu'en ce moment on est dans une phase où le marché il fait des chèques, hein, ben vous êtes là et vous touchez les chèques. Et ce qu'il faut après, c'est être capable de tenir bon et de minimiser vos pertes pendant les périodes où le marché y reprend. Voilà. Si vous avez cette approche, que vous cessez de vouloir être intelligent, que vous cessez de vouloir avoir raison, eh bien, vous ferez beaucoup moins d'erreurs et ça marchera beaucoup mieux.
Voilà. Après, combien est-ce que vous pouvez espérer gagner ou perdre? Je vous dis, ça dépend du portefeuille que vous faites, de combien d'opérations vous faites, etc. Je ne peux pas répondre à cette question Mm, parce que là, succession d'opérations, ça n'est pas un portefeuille. Tout ce que l'on peut évaluer, c'est un portefeuille, pas une succession d'opérations. tout Est-ce à qu'il y avait fait. une autre question? Alors la question c'était, on terminera sur celle-ci, Mhm. comment, à quoi comparer le pétrole? Voilà. Notamment au moment de tes forces relatives. Ouais. Alors des pétroles. Alors moi j'aime bien regarder heating oil. Donc je sais pas comment ça se dit en français, mais je trouve que c'est plus facile à analyser. C'est toujours en avance sur WTI et Brent. Sur les matières premières, c'est beaucoup plus compliqué, sincèrement. Et le pétrole, c'est pas facile à traiter. Je vous conseille pas de commencer à traiter le pétrole. C'est très volatile. Il y a beaucoup de gaps. C'est très sensible aux nouvelles. Vous pouvez pas. Enfin, vraiment, c'est un truc. Faut être bon pour traiter sur le pétrole déjà. C'est pas. Faut pas débuter avec ça. Et, et vous n'allez pas forcer. Enfin, il y a pas grand-chose qui soit corrélé. Vous pouvez faire que comprendre et analyser, par exemple, la structure. Donc, regarder les différentes maturités des futurs sur un marché, parce qu'il y a des moments où quand la structure entre les maturités s'inverse, c'est une information de marché qui est intéressante. C'est qu'on arrive dans une phase qui est extrêmement émotionnelle. Mais tant que la structure est normale, ça ne dit pas grand-chose. Euh, non, c'est compliqué les matières premières, très compliqué. Parfait. Bah, écoute, merci Valérie. Est-ce que tu souhaitais, terminer sur, un point ou est-ce que je peux repasser sur la présentation pour Non, vas-y, finaliser? vas-y, vas-y. Ah oui, il faut que je te rende la main, c'est ça? Oh Ou non, tu peux la c'est bon, je vais reprendre? pouvoir le Ok, faire, directement. Beaucoup de remerciements, hein, approche très intéressante, alors voilà, je te le mentionne. bah tant mieux. Voilà donc, 3 types de comptes, mais ça concerne particulièrement le compte CFD. Donc comme ce soir, on s'est intéressé au turbo, je ne vais pas, revenir plus dessus. Je vous affiche simplement les QR codes. Donc vous retrouverez au milieu celui pour les idées de trading. Donc n'hésitez pas à scanner avec votre, smartphone. Et puis sinon, vous avez aussi les podcasts de notre analyste Alexandre Baradez. Et puis également, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Le compte d'Alexandre est pas mal, hein, encore une fois, pas mal, de news, d'informations quand il y a la volatilité sur les marchés. Donc, ça peut être très pertinent de nous suivre. Merci en tout cas à tous pour votre participation ce soir. Merci Valérie une nouvelle fois. Et puis, la présentation sera disponible dès demain en replay sur notre chaîne YouTube et sur votre espace IG Academy. Excellente fin de journée à toutes et à tous et bonne soirée. Bonsoir.